On va passer tout de suite au second thème, celui des accords commerciaux, si vous le voulez bien. On entend évidemment parler régulièrement du CETA, du Mercosur, des droits de douane, des barrières tarifaires. Tout cela fait régulièrement la une de l'actualité. Pourtant, ce que l'on exporte hors de l'Union permet à l'Europe d'être le deuxième exportateur mondial après la Chine. Alors, quid tout simplement de ces opportunités commerciales dont dépendent aussi, vous le savez, de nombreux emplois? Peut-on se passer des accords de libre-échange? C'est la question que nous vous posons. Et c'est à vous, Raphaël Glucksmann, de prendre la parole. Alors, déjà, pour cadrer un tout petit peu le débat, on exporte 20% des exportations européennes sont en direction des États-Unis et il n'y a pas d'accord de libre-échange avec les États-Unis. Donc, quand on est opposé aux accords de libre-échange, ça ne veut pas dire qu'on est opposé au commerce ou aux exportations. Mais moi, je vais commencer par un scoop qui est assez étonnant, c'est que la Terre n'est pas plate, contrairement à ce que les gens pensaient dans les années 2000, et je suppose ici comme ailleurs. La Terre n'est pas plate. Et en réalité, on est en train de sortir d'une illusion et d'un dogme. Le dogme, c'était le dogme du libre-échange généralisé. Et ce scoop, il conduit à une anecdote ou à une histoire. C'est l'histoire de Sistovi, une entreprise de Carquefou, dont j'ai rencontré les patrons à Nantes, et qui fabriquait des panneaux photovoltaïques. Ça marchait bien, et tout d'un coup, ça s'est écroulé. Et aujourd'hui, hier, Sistovi a mis la clé sous la porte. Pourquoi ? Parce que les Chinois ont une concurrence déloyale qui repose sur l'esclavage des Ouïghours dans la production de polysilicium, sur des subventions, sur des ventes à perte, et ils ont cassé les prix par 4. Donc moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut sortir de cette religion-là qui a à la fois conduit à une catastrophe climatique et à la destruction de tant de production européenne. Et donc sur les accords de libre-échange, il faut quand même comprendre une chose, que même les accords qui sont dits plus progressistes, comme celui avec la Nouvelle-Zélande, posent deux questions qui sont fondamentales. La première question, c'est que si on dit qu'on est pour les mesures miroirs, on ne peut pas signer les accords de libre-échange et donc laisser rentrer des produits qui ne respectent pas les mêmes normes de production sur notre marché que celles qu'on impose à nos producteurs. Et la deuxième chose, c'est que tout le monde ici parle de Buy European Act. Si vous voulez le Buy European Act, alors vous avez un problème avec les accords de libre-échange, puisque dans les accords de libre-échange, il y a écrit noir sur blanc que nous devons réserver nos marchés publics sans aucune forme de discrimination. Merci. Donc, Buy European Act ou accord de libre-échange, il va falloir choisir. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus de commerce. Merci Raphaël Glucksmann. Valérie Hayet, 2 minutes pour vous aussi. Merci. Alors moi, je suis en faveur d'un juste échange et je voudrais qu'on sorte des postures et de la démagogie sur les accords de commerce. Quand je considère un accord de commerce et un vote au Parlement européen, je me demande 3 choses. Est-ce que cet accord, il est bon, il respecte nos principes, est-ce qu'il respecte nos valeurs et est-ce qu'il est bon pour l'économie? Si c'est oui, je le soutiens. Si c'est non, je ne le soutiens pas. Exemple type, évidemment, Mercosur, qui est un mauvais accord et que nous avons rejeté, que nous ne soutenons pas. À l'inverse, l'accord avec le Chili est une démocratie. L'accord qui est une révision nous a permis d'intégrer le respect des clauses de Paris, nous a permis de négocier les quotas qui devait normalement être réévalué automatiquement. La révision nous a permis de renégocier des quotas année après année. Donc c'est un bon accord, on l'a soutenu. Et puis évidemment, dans l'actualité politique récente, c'est symptomatique, l'accord avec le CETA. Monsieur le Président, je crois que vous êtes allé au Canada avec le Premier ministre récemment et vous avez confirmé votre soutien à l'accord CETA. C'est un bon accord. C'est un bon accord pour nos économies. On a doublé l'excédent commercial avec le CETA. C'est un bon accord pour nos producteurs de fromage et nos producteurs de lait. Donc on le soutient. On a eu au Sénat, on verra demain à l'Assemblée nationale, une alliance entre la carpe et le lapin parce qu'on est avec nos oppositions dans la politique spectacle. Ça suffit. Les accords de commerce, il faut qu'on soit responsable et qu'on les soutienne lorsqu'ils sont bons. Une fois qu'on a dit ça, sur le mandat qui vient de se passer, on a fait beaucoup pour mettre fin à la naïveté commerciale. On a mis en place un procureur commercial européen, la réciprocité dans les marchés publics, un instrument de lutte contre les subventions étrangères,
étrangère et un instrument anti-coercition. Maintenant, l'enjeu pour ça, c'est l'enjeu de la mise en œuvre. Et par ailleurs, ce que je porte dans cette campagne, c'est un bouclier commercial européen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pas de négociation avec des pays qui ne respectent pas les accords de Paris. Ça veut dire réciprocité, clause miroir en accompagnement de ces accords. Et ça veut dire aussi être offensif et prévoir des tarifs dissuasifs en cas d'attaque commerciale par nos partenaires. Merci beaucoup Valérie Hayé. Marion Maréchal, la parole est à vous. 2 minutes également. Oui, alors moi je ne suis pas du tout partisane de l'idéologie en économie qui consisterait à dire que le libre-échange est bon par nature ou le protectionnisme est bon par essence. Je crois que le libre-échange peut être bon dans certains cas, dans certains domaines, certains secteurs, avec certains pays à certaines époques, et à l'inverse, le protectionnisme justifié dans d'autres circonstances. Le problème, c'est que pour le coup, l'Union européenne et cette commission a une approche dogmatique du sujet et considère que le libre-échange est bon par nature et par essence. Et donc on a eu une espèce de fuite en avant d'ouverture des marchés, sans d'ailleurs qu'il y ait, contrairement à ce qui est souvent dit, de clauses miroirs et de clauses de réciprocité qui soient négociées. Et l'une des conséquences, même si elle n'est pas exclusive, c'est qu'aujourd'hui la balance commerciale française est très largement déficitaire, de plus de 100 milliards, donc 47 milliards avec l'Union européenne, et je ne vous parle même pas de la balance commerciale UE-Chine qui est de plus de 200 milliards. Donc il faut interroger ce modèle. Moi je suis pour un moratoire aujourd'hui sur les différents traités qui ont été signés, en vue de leur renégociation ou de leur dénonciation, si cela se justifie. Je suis d'ailleurs pour interroger également la politique commerciale de l'Union européenne, qui est une politique assez peu offensive. Je vous donne un exemple sur les voitures électriques chinoises. Les droits de douane sont d'à peu près 27% aux États-Unis, 10% en Europe. Donc il y a une forme encore de naïveté de ce point de vue-là. Et j'interroge aussi les moteurs de ces traités de libre-échange. On nous a expliqué qu'on avait fait un traité de libre-échange avec le Chili pour pouvoir sécuriser nos approvisionnements en cuivre. À un moment donné, est-ce qu'on peut aussi se poser la question de savoir pourquoi nous-mêmes, nous organisons notre dépendance à l'étranger? Je m'explique. Il est aujourd'hui quasiment impossible de pouvoir explorer et exploiter les réserves de minerais en Europe. On s'est interdit non seulement d'exploiter le gaz de schiste, mais même d'explorer les réserves de gaz de schiste. Et donc, la conséquence aujourd'hui, c'est qu'on importe en fait le gaz de schiste américain. On s'interdit tout nouveau forage pétrolier. On s'est même interdit l'exploitation minière des fonds marins par principe. Donc l'intégralité du monde le fera, probablement dans des conditions bien plus ignobles que nous sur le plan écologique, mais on organise cette dépendance. Et donc si on parle, je conclus par là, de souveraineté énergétique et de souveraineté économique, commençons par nous en donner les moyens. Marie Toussaint, c'est à vous, 2 minutes également pour répondre à cette question. Bon, si on interdit le gaz de schiste, c'est tout simplement parce que son extraction est 2 fois plus polluante que le charbon. Et si on se bat pour interdire l'exploitation des minières des fonds marins, ce n'est pas par idéologie, mais parce que les fonds marins sont riches d'une immense biodiversité que nous irions saccager si nous allions puiser dans les fonds sans avoir la moindre connaissance scientifique qui nous le permet. Bon, moi, sur votre question, je vous la retournerai plutôt. Est-ce qu'on peut rester dans le dogme du libre-échange quand on a perdu nos activités, 50% d'emplois dans le textile, quand nous importons la plupart de nos substances médicales, quand on a connu les plus grands plans sociaux dans l'agriculture ou dans la pêche, quand on ferme nos entreprises de panneaux photovoltaïques comme Sistovi, mais je pourrais aussi citer Meyer Burger en Allemagne. Moi, je ne crois pas. Voilà, je ne crois pas. Et donc je pense qu'il faut inventer autre chose que le libre-échange. Ce serait plutôt le juste commerce, à mon sens. Et concernant le CETA, parce que je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur, bien si la France, l'Italie et la Pologne n'ont pas ratifié le CETA, c'est quand même peut-être qu'il y a un sujet, notamment sur le secteur de l'élevage. Ce sont des pays où le secteur de l'élevage est sensible. Et j'irai un cran plus loin. On parle d'accords entre des démocraties. Ça veut dire des pays dans lesquels les structures juridiques sont solides. Donc pourquoi est-ce que nous signons des accords dans lesquels il y a des tribunaux d'arbitrage privés? Voilà, ça, c'est mes questions. Et je veux dire aussi que quand on signe des accords avec la Nouvelle-Zélande, qui est de l'autre côté de la planète, on fait fi du budget carbone qu'il nous reste. Pour moi, aujourd'hui, nous ne pouvons pas rester le dindon de la farce du libre-échangisme dans laquelle plus personne ne souscrit, ne croit. Et c'est aussi un enjeu de souveraineté, puisqu'on a longtemps dit, on a longtemps défendu que le libre-échange était garant de la paix.
Or, on a vu avec Vladimir Poutine qu'au contraire, toutes nos dépendances nous affaiblissaient et nous empêchaient de répondre à la question au niveau international. Donc oui, on a besoin d'un protectionnisme vert, d'élargir cette taxe carbone aux frontières, à l'ensemble des produits, mais aussi aux produits chimiques et toxiques dont je vous parlais tout à l'heure. Et je fais mienne la proposition de Business for Tomorrow, de la coalition Business for Tomorrow, de mettre en place une fair tax qui protège aussi les salaires des ouvriers des pays dont nous importons les produits. Merci beaucoup. On continue évidemment avec vous. Manon Aubry, peut-on se passer des accords de libre-échange ? Merci, et c'est, je pense, une question fondamentale qui a été en effet renouvelée par l'actualité et notamment la mobilisation dans le secteur agricole. Je voudrais d'abord partir d'un fait assez simple, c'est la balance commerciale française qui est déficitaire. Et si elle est déficitaire, c'est parce qu'aujourd'hui, on importe plus que ce qu'on exporte, parce qu'on est devenu dépendant d'un certain nombre d'États de par le monde. Et ça a des conséquences très concrètes. C'est la suppression de plus de 2 millions d'emplois dans l'industrie depuis les années 80. C'est la destruction et la fermeture de plus de 10 000 fermes, parce que à la fin de la fin, on va importer de l'autre bout du monde ce qu'on sait, ce qu'on savait produire ici. Et je veux dire par là à quel point, à mon sens, les accords de libre-échange sont une folie. C'est une folie d'un point de vue social, ça conduit à de la destruction d'emplois. C'est une folie d'un point de vue de la souveraineté. On l'a vu pendant la crise du Covid, où on était incapable de produire des masques, c'est-à-dire un bout de tissu et un élastique, alors qu'on avait la compétence. On avait des entreprises en France qui se retrouvaient à mettre la clé sous la porte et qui savaient produire des masques, et on a dû les importer depuis la Chine. C'est évidemment une folie environnementale. Contrairement à ce que Valérie Hayé tente de vous faire croire, il n'y a pas de clause miroir dans aucun des accords de libre-échange qui a été voté au Parlement européen. Pas plus dans l'accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, qui est d'autant plus une folie environnementale que l'on va produire, par exemple, la Nouvelle-Zélande est le premier exportateur de lait au monde. On va produire du lait en Nouvelle-Zélande avec des normes sanitaires qui ne sont pas les mêmes que celles qui existent ici en Europe, et on va faire le tour du monde à ces produits 20 000 kilomètres. Et je veux le dire, puisqu'on parle de compétitivité, puisqu'on parle d'équité, eh bien les accords de libre-échange, par nature, sont contraires à la compétitivité et à l'équité, puisque les normes ne sont pas les mêmes. C'est pour ça que moi, je plaiderai fort, avec beaucoup de force, pour plus qu'un Buy European Act, pour que dans l'ensemble des appels d'offres publics, eh bien, l'on puisse privilégier la production la plus proche géographiquement, que les critères de kilomètres soient pris en compte et que on se serve de la commande publique pour favoriser la production locale à tous les niveaux, des cantines jusqu'à l'approvisionnement des collectivités locales en matériel, etc. Et c'est comme ça qu'on va faire vivre notre économie française. Merci. Vous avez tous plus ou moins entre 10 et 20 secondes de débat, je le précise. Sur cette question du libre-échange, des accords de libre-échange, on vous écoute, Jordan Bardella. Bon, je pense que personne ici ne propose l'autarcie. Je pense que l'autarcie, elle n'est pas souhaitable, elle n'est pas envisageable. La question qu'on doit tous se poser, c'est comment est-ce qu'on commerce avec nos partenaires, avec des règles qui soient des règles égales. Et j'aimerais, à cet effet, vous partager 2 idées dans lesquelles je crois. La première, c'est que le temps de la naïveté est terminé. Parce que précisément, nous sommes aujourd'hui face à des guerres économiques qui nous sont menées. Le cas de la Chine a été évoqué, pas seulement d'ailleurs par des responsables politiques. J'ai entendu il y a quelques semaines M. Tavares expliquer que si on continuait à dérouler le tapis rouge comme nous le faisons aux véhicules chinois, alors nous allons à la mort de l'industrie française. L'industrie française, elle a payé très cher l'ouverture sans réciprocité depuis maintenant plusieurs années, avec des délocalisations. Et je pense que dans la fin de ce temps des naïvetés, nous devons revenir à une idée juste, celle du juste échange, une idée simple que toutes les grandes puissances mettent en œuvre, c'est l'idée de la réciprocité. C'est-à-dire que lorsqu'on négocie un accord commercial, il doit y avoir des clauses de réciprocité. Je vous donne un exemple très simple. Les marchés publics américains, on parle beaucoup des États-Unis, c'est 32% d'ouverture à des entreprises des pays tiers. Le Japon, grande puissance, c'est 28% d'ouverture à des entreprises des pays tiers pour leur marché public. L'Union européenne et le marché unique, c'est 82%.
Donc il faut qu'on apprenne à faire ce que font toutes les grandes puissances qui réussissent dans la mondialisation en défendant leurs intérêts. Et la deuxième idée très de bon sens et pragmatique que j'aimerais vous livrer, c'est le patriotisme économique, et c'est la priorité française et à défaut européenne pour nos entreprises, pour les entreprises qui produisent sur le sol français et à défaut sur le sol européen, dans les marchés publics et dans la commande publique. Merci Jordan Bardella. C'est à vous, François-Xavier Bellamy, pour clore cette deuxième question. Merci beaucoup. Moi, je crois que le commerce est utile, qu'il est fécond, qu'il produit, que l'économie n'est pas un jeu à somme nulle et qu'on a beaucoup à chercher dans le rayonnement de notre économie au plan mondial. Peut-être pour crever l'abcès sur le CETA, nous nous sommes opposés au CETA. Ça n'était pas un coup politique de circonstance. Je vois que vous faites le procès à vos oppositions de s'être montrés irresponsables. Je crois qu'une majorité qui est aux responsabilités depuis 7 ans devrait quand même avoir un peu plus d'humilité pour donner des leçons de commerce international quand elle est malgré tout comptable du déficit commercial record de notre pays l'an dernier, 100 milliards d'euros. Le CETA, c'est une position constante de la droite française depuis des années. François Fillon disait la même chose, on ne pouvait pas le soupçonner d'être trop antilibéral, parce que si vous regardez vraiment la trajectoire, oui, nos exportations ont augmenté, mais nos importations ont plus augmenté encore, et la trajectoire est déficitaire. On voit bien que le Canada n'a pas exploité tous ses quotas, et que s'il devait le faire demain, ça mettrait en péril aussi, par exemple, des filières entières comme notre élevage bovin. On ne peut pas aller... Mettez-vous à notre place, on a un devoir de cohérence au Salon de l'agriculture en disant à nos agriculteurs qu'on refuse de leur imposer une concurrence déloyale et ensuite signer un traité qui, en réalité, la met en œuvre. Donc, ça ne veut pas dire qu'on est contre le libre-échange. Et la vérité, c'est que aujourd'hui, l'essentiel du commerce international ne passe pas par des accords de libre-échange. Derrière la question des accords, il y a une question bien plus large. Et à trop se focaliser sur les accords, on en oublie l'essentiel. L'essentiel, c'est l'urgence de sortir de la naïveté. L'Europe aujourd'hui, c'est le continent qui est en train de jouer aux dames au milieu de Jurassic Park. Parce que c'est ça qui est en train de se produire aujourd'hui sur le plan commercial. Il n'y a plus qu'en Europe qu'on pratique la religion de l'OMC. On est les derniers croyants de cette espèce de dogme absurde. Il faut qu'on assume, évidemment, de faire en sorte que le commerce soit au service d'une stratégie pour défendre nos intérêts économiques. C'est ce que fait bien sûr la Chine. C'est ce que font les États-Unis, qui ne sont pas particulièrement empreints d'idéologie soviétique. Nous aussi, on a le devoir de rééquilibrer la compétition mondiale. Et c'est pour ça qu'il faut compléter le MACF d'urgence, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. C'est aussi pour ça qu'il faut évidemment remettre en œuvre les quotas gratuits, tant que le MACF au moins n'aura pas fait la preuve de son efficacité. Dernier point, je crois qu'on ne s'en sortira pas, pour ma part, avec du protectionnisme et de la planification. Et je pense que même en sortant de la naïveté, même en ayant une stratégie plus offensive, même en ayant en tête que la surproduction chinoise est aujourd'hui le premier danger pour la production européenne, malgré tout, il faut aussi qu'on soit conscient que notre devoir à nous, y compris en France, c'est de retrouver notre compétitivité. Merci, on ne s'en sortira pas en essayant. Tout le monde a débordé, je déborde un peu aussi. Oui, mais là, on s'en sortira pas. C'est la compétition loyale. On s'en sortira pas en exportant nos contraintes dans les autres pays du monde. On s'en sortira d'abord en supprimant les contraintes qui pèsent sur nos entreprises, parce qu'elles ont la capacité de rayonner dans le monde entier, à condition qu'on leur en laisse les moyens.